Comme vous le verrez, ces affaires ont défrayé la chronique de part et d'autre de l'Atlantique et présentent d'étonnantes similitudes dans leur résolution. Mais avant tout, elles mettent en scène des criminels particulièrement sordides, des meurtriers sans foi ni loi, les tueurs en série. Rarement, dans les annales de la criminalité, un tueur en série n'aura été qualifié d'autant de sobriquets et de noms d'emprunt que le monstre dont il est question dans notre première affaire. C'est l'histoire de Roberto Socco, le tueur de la pleine lune. Et voici son terrifiant parcours. Nous sommes au début de l'année 1987 en France. Une série de crimes est commise dans les départements ceinturant les Alpes. Cambriolages, vols et agressions se multiplient. La population effrayée a surpris à plusieurs reprises un rôdeur dans la région entre Annecy et Aix-les-Bains et il porte une tenue militaire. Gendarmes et policiers le surnomment l'homme en treillis. L'homme en treillis, c'est un homme jeune, sportif, qui a l'allure entre guillemets d'un combattant. Et chaque fois, c'est très furtivement qu'il est aperçu par des témoins oculaires. Cet homme en treillis était recherché dans la région d'Annecy jusqu'à ce qu'un policier tente de l'interpeller. Il avait une suspicion sur l'homme au treillis. Nous sommes le vendredi 3 avril 1987, il est 5h30 du matin. André Castillo, un policier chambérien, part pour se rendre à son travail lorsqu'il surprend un homme en train de dormir au volant de sa voiture. Il s'apprêtait à lui demander ses papiers. Il a sorti son revolver et il l'a tué d'une balle dans la tête. Sans parler, sans rien dire, comme un chien. Le corps d'André Castillo est retrouvé au petit matin à Tresserve, un petit village à côté d'Aix-les-Bains. C'est un voisin alerté par les coups de feu qui a appelé les services de police. Lorsqu'ils arrivent, ils découvrent avec effroi le corps de leur collègue. Il a été tué à bout portant, par arme à feu, d'une balle dans la gorge. Bien évidemment, c'est toujours l'homme au treillis, non identifié à l'époque, qui est soupçonné d'être l'auteur du meurtre. L'homme est alors considéré comme extrêmement dangereux et fait immédiatement l'objet de nombreuses recherches. Mais qui est-il ? Les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir que ce criminel est parti pour récidiver. Fin avril, Jean-Marie Ribert, un chauffeur de taxi de la région de Gap, dort dans sa voiture sur une aire de repos. Il est 22h. Dans son rétroviseur, deux phares s'avancent vers lui. La voiture se gare à une dizaine de mètres derrière moi, on va dire. Quelqu'un sort de la voiture et se dirige vers moi. Et quand il s'est approché de moi, il a sorti une arme. Je me rends vite compte que c'est pas tellement l'argent qui l'intéresse, c'est la voiture. Là où il y a une aggravation des choses, c'est quand il me dit ouvre le coffre, il me dit rentre dans le coffre. Ouf. Quand on est dans le coffre, on est seul dans le coffre. Et on sait parfaitement que le type qui tourne autour de la voiture a un gros problème. Donc, on peut tout imaginer, on y pense. Quoi qu'on puisse en dire, on y pense. Jean-Marie Ribert, terrorisé, s'attend au pire. Par chance, il a gardé les clés de sa voiture avec lui dans sa poche. L'agresseur, qui veut s'emparer de son véhicule, revient. Il a ouvert le coffre et il m'a mis l'arme sur la tête. Il me dit descends du coffre, je sors les clés de ma poche, il me dit mets-les sur le contact. Menacé par une arme, Jean-Marie Ribert exécute très exactement les ordres dictés par son agresseur. Il s'installe au volant et met les clés sur le contact. Il se tourne vers la voiture qui était derrière lui, donc sa voiture. J'avais remarqué qu'à l'intérieur, le plafonnier était éclairé, bien entendu. C'est comme ça que j'ai pu apercevoir une femme à l'intérieur. Une opportunité pour moi. L'arme tournait. Moi, j'ai les deux pieds à l'intérieur. J'ai démarré la voiture, j'ai mis la première, j'ai accéléré. Je savais qu'il allait tirer. Et je me suis couché. Après, on entend les balles et tout. Ça vous siffle aux oreilles. Il a tiré dans le pare-brise, il a tiré sur le toit de la voiture. Il a tiré...
Ah oui, 3 fois, oui, facilement. Jean-Marie Ribert, le chauffeur de taxi, est conscient d'avoir échappé de peu à la mort. Il a ressenti à travers tout son être la dangerosité de son agresseur. Il a immédiatement compris que s'il tentait quoi que ce soit pour le contrer ou lui échapper, il serait exécuté sans état d'âme. Ribert a également noté que l'homme était accompagné d'une jeune femme. Les gendarmes apprendront que l'inconnu se nomme en réalité France Woodin. Âgée de 30 ans, ex-professeure d'anglais, fille d'un psychiatre d'Annecy, elle a disparu le jour de l'agression de Ribert sur le bord du lac. A-t-elle été enlevée? Ou est-elle la complice de l'homme en treillis? Les forces de l'ordre doivent-elles dorénavant chercher un prédateur solitaire ou un couple de tueurs en série? Tout le monde faisait référence à ce couple, au Bonnie and Clyde de la Savoie. Tout le monde ignorait à l'époque si elle était co-auteure, en quelque sorte, si elle accompagnait le meurtrier, l'homme au treillis, dans ses actions criminelles et dans sa cavale, ou alors si elle était contrainte, disons, d'être à ses côtés. Mais c'est une contrainte qui n'était pas perceptible de l'extérieur. Il semblerait, d'après les recherches des gendarmes et des policiers, que Soucault ait séquestré pendant 1 mois France Woodin. France Woodin est devenue son esclave sexuelle en quelque sorte, et qu'il dormait avec elle, menotté pour l'éviter de s'enfuir. Puis, un jour où elle a essayé malgré tout de défaire son lien, de se démenotter, eh bien il l'a tué. Le corps de France Woodin ne sera jamais retrouvé. Quelques heures après l'agression du chauffeur de taxi, l'homme au treillis continue de semer la terreur. Celui-ci semble agir avec détermination et intelligence, puisque pour fuir, il va une nouvelle fois passer à l'acte en échappant aux nombreux contrôles de police qui ceinturent la région. Quand il est parti, pas si stupide que ça le type, il s'est dit, le bonhomme qui m'a échappé, donc moi en l'occurrence, va donner un signalement du comportement, et de la voiture et tout. Il n'a rien à Sisteron. Il arrive à une station-service et il part sans payer le pompiste. Lui, il sait parfaitement qu'il est identifié 2 fois par mois et par le pompiste. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait 10 km, il arrive, il faut qu'il change de voiture. Il se gare et il simule un accident. Le docteur Rast